Pourquoi les femmes ont plus de chances d'être pauvres que les hommes? Car oui, vous le savez peut-être pas, mais c'est 60% des personnes les plus pauvres du monde qui sont des femmes. En France, c'est un petit peu moins, ça représente environ 53% de la population pauvre. Alors on va comprendre pourquoi c'est le cas, et surtout comment éviter que ça vous arrive. Comment vous protéger de cette situation. C'est pas seulement une question de salaire, c'est une question de patrimoine, et plus précisément du piège financier du couple. Déjà, il faut savoir qu'en France, quand on parle de pauvreté, on parle de toutes les personnes qui vivent avec moins de 60% du revenu médian. Ce revenu était de 2147 euros en 2023. Une personne est donc considérée comme pauvre lorsqu'elle gagne 1288 euros par mois ou moins. Maintenant, quand on a cette base de 1288 euros en tête, la vraie question est pourquoi les femmes s'en rapprochent-elles plus facilement et surtout pourquoi basculent-elles plus souvent sous ce seuil de pauvreté? Et la réponse, elle est double. Les inégalités commencent au niveau du salaire, mais elles s'aggravent et deviennent explosives au niveau du patrimoine. Mais regardons d'abord le socle de cette inégalité, le salaire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de pauvreté des femmes sans évoquer l'écart de rémunération qui persiste. En France, si l'on compare le salaire net moyen de l'ensemble des femmes et des hommes, l'écart est d'environ 22%. C'est la première injustice structurelle qui fragilise leur situation, réduisant directement leur capacité d'épargne et d'investissement. Maintenant, attention, ce chiffre brut ne raconte pas toute l'histoire. Il inclut les temps partiels, les arrêts de carrière et les différences de métier. Ces 22% sont la conséquence directe de trois phénomènes interdépendants. Le premier, c'est le volume de travail annuel. Les études de l'INSEE montrent que les femmes travaillent en moyenne 9 à 10% moins d'heures par an que les hommes. Cette différence est principalement due à l'omniprésence du temps partiel qui concerne près d'une femme sur quatre dans le secteur privé contre seulement un homme sur 10. Et attention, ce temps partiel, il est très souvent subi, il n'est pas choisi. Cet effet à lui seul explique une grande partie de l'écart global de revenus annuels bruts. Maintenant, le second facteur qui explique cet écart est la ségrégation professionnelle. Et oui, les femmes sont surreprésentées dans des secteurs moins bien payés et moins valorisés, notamment les métiers du care, donc les soins, petite enfance, aide à la personne, et les postes administratifs. Les hommes, à l'inverse, dominent les secteurs qui payent le mieux, comme la finance, l'ingénierie ou encore l'industrie de pointe. Selon les études de l'INSEE et de DARES, cette concentration dans des métiers peu rémunérateurs explique une part significative de l'écart salarial global. À titre d'exemple, on estime que la seule différence de profession et de secteur est responsable de près d'un tiers de l'écart de salaire, quand on compare les hommes et les femmes à volume de travail équivalent. Du coup, on observe un paradoxe cruel. Les métiers comme le soin ou l'éducation, qui sont essentiels socialement, sont structurellement moins valorisés que les carrières masculinisées. En clair, plus un métier est associé au rôle traditionnel féminin, prendre soin, servir, moins il est rémunéré. C'est une injustice systémique, les femmes sont contraintes d'aller vers des carrières qui ont un plafond salarial bas, réduisant ainsi leur capacité d'épargne dès le premier jour de travail. Et même quand on tente d'isoler et de neutraliser les facteurs objectifs, donc le temps de travail, l'âge, les diplômes ou les secteurs, eh bien une partie de l'écart persiste. C'est l'écart salarial à poste et à compétences comparables. Les études de l'INSEE montrent qu'en France, même à temps de travail et postes équivalents, dans les mêmes entreprises, les femmes gagnent toujours entre 4% et 14% de moins que les hommes. Cet écart est souvent attribué à la discrimination, aux négociations salariales moins agressives de la part des femmes qui sont alimentées par des stéréotypes, ou encore à un accès plus difficile aux promotions. Et à savoir également, mais lors d'une crise, comme celle du Covid-19, ce sont les femmes qui sont les premières et les plus touchées par tous les impacts économiques qui en découlent. Et c'est pas dû au hasard, elles sont majoritaires dans les emplois précaires et dans les secteurs les plus fragiles. En résumé, le salaire des femmes est un filet de sécurité qui est déjà bien déchiré, structurellement plus bas que celui des hommes, mais s'arrêter à la fiche de paye, c'est manquer l'essentiel. Le plus grand risque de catastrophe financière se joue dans le couple, et c'est pourtant un mécanisme facilement modifiable. Alors, comment cette inégalité de revenus est-elle aggravée par la gestion domestique? En France, selon le baromètre de Vives Media, alors que les femmes gagnent en moyenne 22% de moins que leurs conjoints, plus d'un tiers des couples choisissent de partager l'intégralité des dépenses à la stricte règle du 50-50. C'est une pratique qui se veut égalitaire, mais elle est en réalité profondément inéquitable. Elle oblige mécaniquement la personne au revenu le plus faible à assumer une charge disproportionnée par rapport à ses moyens. Et c'est dans le calcul de ce reste à vivre mensuel que l'injustice se matérialise.
Car le problème, c'est que si dans le couple, l'homme gagne 2500 euros et que la femme gagne seulement 1950 euros, soit 22% de moins à cause des inégalités salariales, appliquer un 50-50 strict sur les dépenses devient une inégalité masquée. Si les charges communes s'élèvent à 1800 euros, la règle du 50-50 impose à chacun de payer 900 euros. L'homme conserve donc 1600 euros de reste à vivre, la femme conserve seulement 1050 euros de reste à vivre. Et la conséquence, elle est immédiate. La personne au plus petit revenu, qui du coup est très souvent la femme, se retrouve avec un reste à vivre nettement plus faible. Et surtout, une capacité d'épargne et d'investissement très limitée. C'est cette différence de 550 euros de reste à vivre chaque mois qui se cumule en une égalité de patrimoine massive. Pour qu'on se rende vraiment compte de la différence que ça peut générer sur le long terme, je vous ai fait deux exemples. Le premier, c'est si l'homme qui a 550 euros de plus tous les mois décide de simplement épargner le surplus, sans chercher de rendement particulier. Eh bien, en 20 ans, cette simple épargne lui permet d'accumuler une somme brute de 132 000 euros. Maintenant, si cet homme décide non pas d'épargner, mais d'investir ses 550 euros de surplus chaque mois avec un rendement annuel de 7%, eh bien, en 20 ans, grâce aux intérêts composés, son capital total accumulé s'élève à près de 280 000 euros. L'homme peut choisir d'épargner ou d'investir dans l'immobilier, la bourse, etc., tandis que la femme se contente de vivre au jour le jour, la laissant sans filet de sécurité pour faire face au moindre coup dur. On l'a vu, la première couche du problème est les inégalités salariales. L'homme gagne souvent plus que la femme, et ça, même si l'écart s'est réduit, ça vient placer le revenu masculin comme la ressource la plus importante du foyer. La deuxième couche du problème est la règle du 50-50. Aujourd'hui, même quand on vise l'égalité, on se retrouve souvent avec un partage 50-50 des dépenses communes. C'est un modèle qui vient renforcer l'injustice, puisque celui qui gagne le moins consacre une plus grande part de son revenu personnel aux frais du foyer, ce qui touche du coup principalement les femmes. Et la troisième couche, celle qui accentue et structure le problème, c'est la répartition de la gestion de l'argent. L'inégalité ne se limite plus au pourcentage de contribution, elle est structurelle dans la nature de l'argent géré. Dans un couple, la gestion de l'argent se divise en deux rôles distincts. Le premier rôle est celui de la femme, qui endosse la responsabilité de gérer le budget quotidien, le rôle de la ménagère de l'argent. Elle gère l'argent qui s'en va. Son rôle est d'assurer la survie financière immédiate du foyer, faire les comptes, chasser les promotions et payer les dépenses courantes, alimentation, les enfants, etc. etc. Selon l'étude de l'IFOP, c'est 52% des femmes qui sont en charge des dépenses courantes, contre seulement 22% des hommes qui le sont, soit une différence de 30 points. On pourrait se dire que c'est pas un problème, c'est un rôle qui est essentiel. Mais le problème, c'est que c'est un rôle qui est concentré sur l'argent consommé, qui ne crée aucune valeur patrimoniale, et empêche de se concentrer sur l'avenir, là où l'homme se réserve généralement la gestion du surplus budgétaire, l'argent qui reste et qui génère de la valeur à long terme. Il s'occupe de l'investissement, PEA, assurance vie, immobilier, etc., des décisions stratégiques pour la sécurité financière future, ainsi que la gestion des grosses dépenses comme l'achat d'une voiture. Les hommes sont 42% à prendre en main les placements financiers, contre seulement 29% des femmes. Et surtout, ils sont deux fois plus à décider des décisions relatives à l'immobilier. 33% contre 15% pour les femmes. Donc, à première vue, cette répartition peut sembler juste. Chacun a son domaine. Mais en réalité, elle écarte la femme des leviers de création de richesse. Elle se voit privée de l'épargne individuelle et manque de l'expérience et du pouvoir de décision en matière de placement. Ce dernier point, du partage de la gestion de l'argent, n'est pas un souci, tant que le couple reste ensemble. C'est au moment de la séparation que cette injustice éclate très violemment. Car même si la loi prévoit une répartition de 50-50 du patrimoine acquis pendant le mariage, l'inégalité de la gestion quotidienne pose un problème majeur. On arrive sur une inégalité d'information. Puisque seul l'homme a géré les investissements, il est le seul à maîtriser les actifs du couple. Où est placé l'argent? Sous quel type de contrat? À quel niveau de risque? Quand les placements arrivent à maturité? Etc. etc. La femme qui est restée dans la gestion du quotidien, elle est passive. Au moment du divorce, elle dépend totalement de l'information fournie par son ex-conjoint, qui peut mentir ou dissimuler certains contrats. Elle n'a de toute façon pas les compétences pour évaluer la justesse des placements. Elle peut se faire sous-évaluer sa part sans même le savoir. Puis un divorce, même s'il est fait à l'amiable, ça prend des mois.
Mais surtout, le 50-50 des biens communs, immobilier, PEA, etc., n'est jamais immédiat. Il faut des mois, voire souvent plus d'un an, pour que les biens communs soient liquidés et que les fonds soient distribués. Et c'est là que le piège se referme. Pendant cette longue attente, c'est très souvent la femme qui doit se reloger en urgence. Elle se retrouve alors avec son seul et unique faible revenu individuel et sans l'accès immédiat à sa part pourtant due du patrimoine. Pendant ce temps, l'homme qui a géré les actifs en son nom et a généralement un revenu plus élevé conserve la maîtrise des biens jusqu'au partage. C'est la conjonction de tous ces facteurs qui fait éclater la vérité. L'application du 50-50 est de fait une inégalité masquée au moment de la rupture. En gros, l'homme a son revenu intact et a la maîtrise de tous les actifs jusqu'au partage, là où la femme, gestionnaire du budget, n'a qu'un faible revenu individuel et doit attendre l'argent qui lui est dû. Et tout ça, c'est seulement si le couple est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquis, qui est le régime par défaut. Ce régime garantit au moins que les biens acquis pendant l'union seront divisés par deux, même s'il faut attendre des mois pour l'obtenir. Mais si le couple est juste en concubinage, ou si le contrat de mariage est différent, eh bien l'injustice n'est plus une question de délai et d'information. En concubinage, le 50-50 légal n'existe pas. La loi ne reconnaît aucune communauté de biens. Donc l'homme qui a géré les investissements, immobilier, bourse, assurance vie, en son nom propre, la femme n'a aucun droit sur ses biens. Elle doit prouver sa participation au financement de chaque bien. Donc intervient une bataille juridique qui peut prendre des années avant d'aboutir. Et le verdict de tout ça, il est simple. Les inégalités sont brutales et sans appel dans les chiffres. Le divorce crée un choc de trésorerie immédiat et asymétrique. Pendant que l'homme investisseur conserve son revenu intact et la maîtrise des actifs jusqu'au partage, la femme, gestionnaire du budget, subit une perte de revenus individuelle sans le moindre filet de sécurité. Les chiffres de l'INSEE que j'ai compilés à travers les analyses régionales les plus récentes, donc Occitanie, Île-de-France, PACA, etc., le montrent clairement. L'année de la rupture, la perte de niveau de vie moyenne des femmes divorcées est d'environ 21%, tandis que celle des hommes reste minimale autour de 5,5%. 2 ans après la rupture, cette perte de niveau de vie est plus durable pour les femmes, avec une perte de toujours 13,5% pour les femmes, pour une perte de seulement 2,5% pour les hommes. Et c'est 20% des femmes divorcées qui tombent sous le seuil de pauvreté, contre 8% des hommes. Donc on voit bien que l'inégalité salariale initiale, la gestion de l'argent dans le couple et les rôles qui sont attribués ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont la raison pour laquelle la rupture est une simple réorganisation financière pour l'un et une faillite immédiate et systémique pour l'autre. Mais alors, comment éviter ça? Je vais vous présenter 3 règles à absolument respecter pour éviter que ça vous arrive, que votre niveau de vie ne soit pas impacté par une séparation, ou du moins pour fortement réduire son impact. La règle numéro 1, c'est de briser le 50-50 des dépenses. Arrêtez de partager l'intégralité des dépenses communes à parts égales. La véritable égalité n'est pas le 50-50, c'est l'équité proportionnelle. C'est la première étape pour vous protéger. Le 50-50, on l'a vu, c'est une bombe à retardement, car elle est basée sur l'égalité des dépenses, mais pas sur l'égalité des capacités de payer, là où le prorata prend en compte cette capacité. La méthode, elle est simple, les dépenses courantes, loyer, courses, factures, etc., doivent être partagées au prorata des revenus. Par exemple, si madame gagne 40% du revenu total du couple et monsieur 60%, madame doit payer 40% des dépenses communes et monsieur 60%. Cette méthode garantit un reste à vivre équivalent à celui de votre conjoint pour l'épargne personnelle et l'investissement. C'est la seule manière d'anéantir cette différence de reste à vivre qui crée l'inégalité de patrimoine. Maintenant, attention quand même, le prorata c'est un bouclier financier, mais il n'est pas une solution magique pour l'équilibre du couple. Une discussion ouverte est indispensable pour éviter 2 glissements malsains. Le premier glissement est que le conjoint qui paye le plus peut développer consciemment ou non l'impression que sa plus grande contribution lui confère un droit de veto ou une autorité supérieure sur les décisions du couple. Où habiter, quelle voiture acheter, etc., etc. Cette dynamique où celui qui paye le plus décide le plus est l'une des formes d'inégalité de pouvoir les plus destructrices et doit absolument être désamorcée. Ça n'est pas parce qu'on paye plus qu'on a plus de possibilités de choix, loin de là. Et le deuxième glissement, c'est que la personne qui paye le moins en euros se retrouve implicitement à compenser cette différence en acceptant de faire plus de travail non rémunéré. Ménage, gestion, charge mentale, etc., etc.
On quitte alors l'inégalité financière pour tomber dans une inégalité de temps et d'énergie. Alors, retenez bien que le prorata, c'est votre bouclier financier qui est indispensable. Adoptez-le, mais assurez-vous de séparer strictement la contribution financière de la prise de décision et de la répartition des tâches domestiques. C'est une négociation de couple qui doit être menée de front pour une égalité réelle. Maintenant, la règle numéro 2, c'est de reprendre l'information et les investissements. Comprenez bien que les investissements sont le pilier de votre indépendance. Ne laissez jamais le manque d'informations vous faire renoncer à votre patrimoine. Déjà, cessez d'être passif sur les finances de votre couple. L'information, c'est votre pouvoir de protection. Exigez l'information, organisez une revue financière mensuelle ou trimestrielle avec votre conjoint pour passer en revue tous les comptes et placements, donc assurance vie, PEA, PER, etc., etc. Vous devez être à égalité dans la prise de décision sur le patrimoine. Et également, pensez à investir en votre nom. Ouvrez vos placements, votre PEA, votre assurance vie et engagez-vous à y verser une partie de votre argent personnel. Le but, c'est d'avoir de l'investissement personnel qui vous appartient et l'expérience du fait d'investir. Puis, sachez que même une connaissance basique des placements empêchera votre conjoint de dissimuler les contrats en cas de divorce devant un avocat. Alors, s'il vous plaît, formez-vous à l'investissement. Puis, de vous à moi, si dans le couple c'est la femme qui prend les décisions d'investissement, sachez que le retour sur investissement sera meilleur. Il est prouvé que les femmes investissent mieux que les hommes, et pas qu'un peu. Les femmes ont un rendement supérieur aux hommes de 1,8%, ce qui est très conséquent. Elles ont naturellement les qualités, patience, gestion du risque pour obtenir de meilleurs rendements. Et enfin, la dernière règle doit être de sécuriser votre union sous plein d'aspects. Déjà, si l'un des conjoints met sa carrière en pause pour la famille, pour élever les enfants par exemple, eh bien, ce travail au foyer doit être valorisé financièrement et sécurisé. Son sacrifice ne doit pas être un renoncement au patrimoine. La clé, c'est de garantir une capacité d'épargne égale aux deux conjoints, y compris à celui qui est au foyer. On prend le salaire total du conjoint qui travaille, on retire de ce salaire toutes les charges fixes et communes du ménage, loyer, crédit, factures, courses, etc. Et le montant restant, le reste à vivre, on vient le diviser par la suite en deux parts égales. Le bénéfice, il est simple, chacun dispose alors de la même somme absolue pour ses dépenses personnelles, son épargne et ses investissements en son nom. Ce mécanisme assure que le sacrifice professionnel ne se transforme pas en un appauvrissement individuel en cas de rupture, car le conjoint au foyer construit également son patrimoine de sécurité. Malheureusement, même cette méthode n'est pas suffisante pour assurer une égalité totale, car la société ne prend pas en compte le travail non rémunéré et l'arrêt de carrière. Donc, on retrouve quand même le manque à gagner sur la retraite. Les cotisations retraite sont basées sur le salaire, mais si on a moins de salaire, c'est moins de trimestres validés et une pension future qui est diminuée. Et on perd également les augmentations. La personne au foyer perd l'ancienneté, les promotions et les augmentations de salaire qu'elle aurait obtenues si elle était restée sur le marché du travail. Et donc pour compenser cette perte de retraite et d'augmentation, il y a tout de même un moyen qui existe. On peut faire appel à la prestation compensatoire. Cette compensation n'est pas là pour sauver la personne de la pauvreté. Ça, c'est la première et la deuxième règle qui s'en occupent, notamment via votre épargne personnelle. Mais cette compensation a pour but d'amortir les dommages permanents que l'arrêt de carrière cause à votre avenir. En gros, c'est un peu comme une assurance qui vient compenser la valeur perdue de votre carrière, la retraite et les promotions. Ça ne va pas permettre d'avoir un train de vie ultra luxueux après le divorce, loin de là. Ça représente vraiment votre retraite et les augmentations que vous n'avez pas pu avoir. C'est le dernier bouclier pour lutter contre la précarité. C'est un sujet qui doit être négocié en amont avec votre conjoint et votre notaire, donc demandez bien à ce que ce capital de sécurité soit inscrit dans votre contrat de mariage ou par convention en cours d'union. Le but, c'est encore une fois d'assurer un capital qui vient combler le manque à gagner de la carrière. Donc, on le comprend clairement, la pauvreté des femmes après une rupture n'est pas due à la malchance. C'est uniquement la conséquence logique d'un système qui a confondu équité et égalité, et de mécanismes financiers qui ne sont pas sécurisés au sein même du couple. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution maintenant, elle est entre vos mains. En appliquant les trois règles que l'on vient de voir, on reprend le contrôle total. On arrête avec le 50-50 pour assurer une épargne personnelle et des investissements qui sont équitables. On se forme à l'investissement. Il faut absolument savoir comment construire votre propre sécurité financière et comment faire fructifier votre argent. Et enfin, on anticipe la perte de retraite et d'augmentation en cas de divorce.
C'est ce qui permet vraiment d'avoir une sécurité financière totale contre les dommages irréversibles de l'arrêt de carrière. Attention, dernier point crucial, ne vous faites pas avoir par les solutions juridiques qui semblent trop simples. Par exemple, quand on choisit notre régime matrimonial, on pourrait croire que l'indivision ou le simple contrat de mariage protège tout. Mais ça, c'est faux. Ce qui vous protège vraiment, ça n'est pas un seul papier. Ce sont tous les éléments précis qu'on a vus ensemble. L'équité des flux, la maîtrise des placements en votre nom et la négociation anticipée d'un capital compensatoire. C'est vraiment en agissant sur ces leviers qu'on ne subit plus la situation et que l'on construit activement notre indépendance financière. Ces trois règles viennent sécuriser la vie financière du couple et de chaque individualité. Donc voilà, vous savez tout, vous avez toutes les clés en main pour éviter la pauvreté et ne pas subir le choc financier d'une rupture. Maintenant, la vraie question est, êtes-vous prêt à appliquer ces règles et à vous donner la vie que vous voulez vraiment? Si la réponse est oui, la première étape est de faire le point sur votre situation financière. Et pour ça, j'ai créé l'outil indispensable, le plan financier qui est gratuit. Il va vous permettre d'en finir avec le stress du découvert, d'arrêter les petites économies en se concentrant sur les 2, 3 leviers qui vous rapportent vraiment, d'avoir une sécurité financière immédiate en vous informant combien vous avez réellement pour vos projets et combien vous pouvez dépenser pour vos plaisirs sans aucune culpabilité, et il vous permet d'automatiser vos finances. C'est un outil indispensable pour arrêter de subir et pour commencer à construire votre richesse. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à démarrer votre nouvelle vie financière. L'indépendance financière, ça s'apprend et elle est à portée de clic. Alors, je vous invite à faire le premier pas aujourd'hui. Sur ce, à bientôt dans la prochaine vidéo.